tout bon. Ok, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreuses à cette table ronde qui s'intitule Comment construire des espaces de fête safe, entre guillemets safe. Avant de vous expliquer un peu plus le déroulement de la conférence, je vais présenter en 2 mots le GRC, donc le groupe Regard Critique, qui est responsable de l'organisation de cette conférence. C'est une association d'étudiants, étudiantes, assistantes de l'Université de Lausanne qui existe depuis 1988 et qui a pour but principal, comme son nom l'indique, d'apporter un regard critique sur le monde dans lequel on vit, et la société, et aussi de permettre de thématiser des thématiques qui ne sont pas forcément abordées dans nos cours à l'université. On organise principalement en ce moment des conférences, on essaie notamment d'inviter des gens qui n'ont pas forcément la parole dans les médias dominants, on essaie de traiter de thématiques qui ne sont pas forcément abordées, ou alors qui sont abordées d'une manière qu'on trouve un peu pauvre, disons. Et on se réunit tous, si vous êtes intéressés ou intéressés à nous rejoindre, on recrute de manière constante, et on se réunit tous les lundis à midi, de midi à 13h dans le bâtiment Géopolis. Et nos conférences en général s'organisent le jeudi à 17h15. On a notre dernière conférence du semestre jeudi prochain sur les mobilisations étudiantes en France à l'heure actuelle, où on aura la chance d'accueillir 2 étudiants et étudiantes qui font partie dans 2 universités différentes du mouvement étudiant actuel en France. Donc voilà, et on a aussi une page Facebook qui s'appelle Groupe Regard Critique et un site internet Groupe Regard Critique, et tout nouveau on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on poste nos vidéos de conférences. Pour la soirée de ce soir, donc la thématique c'est comment construire des espaces entre guillemets safe, et donc le but de cette discussion ça va être un peu d'aborder ce que ça implique ce terme safe, ce que ça signifie de manière concrète, mais aussi quelles en sont les limites et quels en sont les problèmes. Et du coup pour ça on va écouter en premier le Solène qui a étudié en sociologie notamment pendant 1 an à l'Université de Lausanne, qui a fait des observations participantes dans des clubs lausannois et ailleurs, et qui a essayé d'étudier, qui a étudié les dynamiques de genre, de race et les rapports de pouvoir au sein des clubs. Et Léa, qui travaille dans le milieu alternatif genevois, notamment majoritairement au zoo. Et du coup, ça va être 2 présentations un peu différentes. Une première partie un peu plus théorique, poser des bases de réflexion sur cette question-là. Et ensuite, une partie un peu plus témoignage concret et qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour mettre en place des milieux et des espaces de fête qui soient le plus, entre guillemets, encore une fois, ça c'est limite, safe possible. Et après, il y aura une deuxième partie discussion où le but, c'est qu'on essaie de créer avec vous une discussion collective sur ce sujet-là. Vous avez sûrement vu à l'entrée, on a un info-kiosque avec notamment des fanzines à prix libre qui traitent plus ou moins directement de cette question-là. Et il y a Alina et Gaël qui sont à l'info-kiosque et qui sont là aussi pour discuter avec vous et échanger sur cette thématique. Et pour la deuxième partie de la soirée, mais déjà maintenant si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu voir, il y a des feuilles de papier qui sont éparpillées un peu partout dans le club. Et en fait, le but, c'est que, vu la thématique, on co-construise, entre guillemets, ensemble un espace où on se sent le mieux possible. Et du coup, il y a des stylos à disposition, il y a des paillettes. Et le but, c'est d'utiliser ces espaces-là d'affichage pour en faire un peu ce que vous avez envie d'en faire. Donc voilà, bonne conférence. Bonsoir. Si on a soif, ça se passe comment? Vous avez soif? Je pense que je vais avoir très peu de soif dans très peu de temps. Je suis honoré d'être ici. C'est un peu impressionnant d'être aussi élevé par rapport à vous, mais on va essayer que tout se passe bien. Je suis déjà assez élevé pour qu'il y ait des gens qui tombent par terre. Pas la peine de creuser les cœurs. Bon, j'ai essayé de faire un fil conducteur de mon intervention qui soit assez logique et compréhensible. En gros, déjà pour partir d'où je parle, je pourrais dire plein de choses, plein d'identités qui se croisent, mais en tout cas, en tant que femme de techno qui s'est rendu compte des rapports sociaux qui subsistaient dans un espace de fête qui porte en lui des contradictions, c'est-à-dire que bien la fête, c'est un espace qui est assez peu analysé d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique, puisque ce serait un espace où spontanément il y a moins plus de légèreté recherchée, plus
d'abandon d'un comportement sérieux et politique du coup. On est un peu à la précarité théorique en termes d'analyse des clubs, donc en tout cas je parle pour la France, et de manière générale la littérature universitaire francophone qui porte sur les clubs, les technivals, les espaces de fête, la fête en général, qu'est-ce que c'est la fête dans l'histoire, etc. Elle est assez peu... elle n'existe quasiment pas. Il y a quelques écrits en anglais, mais ce qu'il y a le plus, c'est la sociologie de la musique. La sociologie de la musique, du coup, ça va être une analyse de qui sont les musiciens, musiciennes, quels sont les chiffres qu'on peut sortir, malgré le fait qu'en France, on n'a pas le droit de faire de statistiques dites ethniques. Bon, on essaye quand même de voir qu'il y a une sorte d'accès aux pratiques musicales qui sont assez différentes. Et donc voilà, en tant que fan de techno, je sais pas comment dire autre que fan, mais bon, on est toutes les trois fans de techno, donc je suis technophile. De la musique techno aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans mes entretiens qui m'ont demandé mais la techno, la technologie, c'est pas forcément évident. Mais bon, là on est dans un club, donc tout va bien. Que ce soit la house, la techno ou les autres musiques historiquement liées aux espaces de danse, parce qu'il y a des musiques électroniques qui sont pas vraiment associées à la danse. La musique électronique expérimentale où il y a 200 personnes assises dans un théâtre à Paris qui écoutent France Culture et qui ont 60 ans. Bon, c'est des musiques électroniques, mais c'est pas vraiment des musiques électroniques de danse. Moi, c'est les rapports sociaux à l'intérieur des musiques électroniques de danse, donc à la fois sur la scène et dans les espaces sur la piste de danse et au bar qui m'intéressaient. Donc les rapports sociaux, c'est pour aller vite les structures de racisme, de sexisme, le patriarcat qui intègrent enfin qui se croisent et qui co-construisent, d'ailleurs parler de co-construction c'est un terme qui me plaît, mais qui co-construisent des rapports de domination qui se concrétisent symboliquement et matériellement. Donc symboliquement ça va être des rapports de domination dans les représentations, dans la communication des clubs, dans la façon de se parler, la façon de se représenter, la façon d'avoir du respect pour les autres, pour aller vite. Et puis matériellement, c'est en termes de salaire, c'est qu'est-ce qu'il y a sur notre compte en banque à la fin du mois, quoi. Donc les deux sont fortement liés, et les inégalités salariales sont liées aux inégalités symboliques et inversement. Donc j'étais à Lyon auparavant, maintenant ma fréquentation des clubs a vraiment chuté quand je suis arrivé à Rennes, parce que c'est pas du tout l'ambiance de Rennes, enfin c'est pas historiquement, il y a des gros festivals comme les Transmusicales, mais ça va être beaucoup plus 10 000 personnes dans un hangar et voilà, un one shot pendant 2 jours, 2-3 jours. Et puis en fait les clubs tels qu'on les entend en Suisse, c'est-à-dire un lieu où les personnes, où il y a une programmation établie pour laquelle les personnes viennent. C'est-à-dire que c'est pas comme une discothèque où les personnes viennent parce que c'est un lieu de sociabilité et il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est un constat, c'est une discothèque, un endroit où on vient surtout boire des coups avec ses potes, retrouver ses potes, danser pourquoi pas, et enfin même c'est aussi un des objectifs, mais pas tant pour la personne qui va être sur scène. Un club, c'est bon, si on essaie de faire une sorte de définition, j'ai fait quelques pages dans mon mémoire là-dessus, mais voilà, c'est plus un lieu qui a une programmation définie sur plusieurs semaines, voire mois et années à l'avance, avec une sorte de ligne directrice, avec une personne qui a la programmation, souvent des programmateurs, même s'il y a de plus en plus de programmatrices. Et voilà, je me suis perdu, je m'attendais à me perdre et je pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Voilà, donc j'étais à Lyon, j'allais souvent en club, j'étais à Paris auparavant, j'allais souvent au Rex. Je trouvais ça génial, mais bon, il y a quand même des choses qui me tracassaient, et en parlant avec différentes personnes avec qui j'y allais, on se posait des questions sur la consommation d'alcool, sur la façon sur le modèle économique des clubs,
et sur les conflits que ça pouvait amener avec l'ambiance dans la soirée, quoi. Donc en tant que meuf trans, c'est pas forcément facile dans les clubs, au niveau de l'exotisation, au niveau des regards, au niveau de... Voilà, quand on revient du coup aux inégalités symboliques qui sont liées aux inégalités économiques. Mais mon mémoire, en fait, je l'ai pas forcément fait avec un point de vue personnel fort. Mon mémoire, il s'appelait Musique électronique de danse. Deux points, un milieu masculin, hétéro, blanc, point d'interrogation. En sociologie, on met un point d'interrogation, mais on peut l'enlever. Hein. Donc, c'est juste pour faire genre, on se pose la question après. Au final, on se rend compte voilà, que c'est un peu l'affirmation qu'on voulait avoir dans notre conclusion. Mais moi, je suis vraiment pas fataliste. Les choses changent, parfois trop lentement. Parfois, on ne sait pas que ça change dans certaines villes ou dans certains festivals, mais ça change. Et puis parfois, on voit des choses qui nous choquent à chaque fois, où on s'habitue pas forcément, même si on sait que ça existe, à voir autant d'inégalités économiques, de violences sexuelles dans les espaces festifs. Parfois, on ferme les yeux aussi, par malhonnêteté ou par autodéfense, par défense individuelle. Voilà. Du coup, ce mémoire, c'était au croisement de la sociologie de la musique et de la sociologie du genre. J'ai essayé d'émettre des hypothèses sur les raisons de la conservation de cette ambiance et parfois l'aggravation de certains rapports dans les clubs, comme on a pu l'entendre à Pampelune l'année dernière, un espace festif où tout le monde fait la fête, et ça donne une super bonne image à la ville, donc Pampelune en Espagne. C'est pas du tout un club, mais c'est un espace, c'était dans le cadre d'une fête traditionnelle, voilà. Il y a de la musique, des concerts, et voilà. Et du coup, il y a eu un viol collectif, et là, on aurait dit que l'Espagne découvrait qu'il y avait des violences sexuelles dans les espaces festifs. Du coup, la plupart de ces violences sexuelles sont niées, sont un peu cachées, enfin même beaucoup cachées. On essaye de les mettre sous le tapis, de dire non mais c'est pas ce que tu crois, enfin voilà, avec tout ce qu'on connaît de remise en question de la part des victimes. Mais du coup, ça faisait pas sens, quoi. C'est spontanément dans les médias, c'était ah oui, dans une soirée festive, il y a eu un viol collectif. Et il y a tellement d'exemples comme ça où il y a des articles, y compris en français pour le coup, qui pointent du doigt des violences sexuelles dans les espaces festifs, y compris dans les espaces festifs dans les clubs où la musique électronique est diffusée. Et c'était un peu inhabituel, parce que quels sont les espaces festifs qui ont été particulièrement attaqués? En tout cas, depuis qu'au lycée, j'entends ça, c'est les soirées rap, parce que forcément, avec tout un relent raciste, enfin voilà, tous les relents coloniaux qui font que les personnes non blanches sont les personnes qui ne sont pas civilisées, enfin, théorie du choc des civilisations, et c'est beaucoup plus facile d'attaquer une musique noire, ou en tout cas non blanche, que d'attaquer des musiques où il n'y a pas de parole, parce que bon, comment analyser la techno, les rapports d'animation dans la techno alors qu'il n'y a pas de parole, que d'analyser la musique classique qui est l'apanage des classes sociales supérieures. Donc ça ferait un petit peu mal, mais petit à petit, il y a des analyses critiques de la musique classique et des musiques électroniques. S'il y a des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, parce que je dis des trucs parfois comme des évidences, mais je peux me tromper, évidemment. Il y a des trucs dont je suis assez certaine, dont les 10 dernières secondes. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une inégalité d'analyse critique entre la musique classique, le rap et la techno, pour aller vite.
évidemment, dans la musique techno, on n'est pas en reste de stéréotypes racistes. Toutes les expressions que j'utilise, on peut les remettre en question, évidemment, mais c'est juste que parfois j'utilise telle expression pour signifier certaines choses dans ma tête. Je peux les exemplifier, mais c'est parfois un petit peu trop long. Enfin, on aurait besoin d'un peu plus de temps qu'une demi-heure. Voilà, donc là, le postulat de base, quand j'ai commencé mon mémoire sur les musiques électroniques, c'était de dire que il y avait un lien entre l'ambiance qui était créée dans un club et les représentations, les personnes qui jouaient sur scène. Donc pour pas analyser le public d'un côté et la scène de l'autre, ce qui est souvent fait en fait en sociologie, on analyse la scène, en sociologie de la musique, la scène ou les publics. Évidemment, quand il y a un style de musique où il n'y a pas de parole, où l'expressivité ou les expressions corporelles des DJ sont assez minimes par rapport à des groupes de métal ou de hard rock, où là on pourrait dire très rapidement, oui, il y a une sorte de virilisme ou de masculinité hégémonique qui en ressort, ou des codes masculins de la masculinité hégémonique. C'est pas évident, du coup on est obligé d'analyser d'autres choses, du style les codes de la communication. Donc à Lausanne par exemple, j'avais analysé trois, alors selon les définitions que j'ai données tout à l'heure, trois discothèques plutôt. Je pourrais les nommer plus tard. Bon. En tout cas, qui utilisaient à fond les figures, des corps féminins, des corps vus comme féminins dans la société, parfois sans tête, parfois sans détail autre que la silhouette, pour y apposer dessus trois noms de DJ qui se révélaient être des hommes cis blancs. Y compris sur les silhouettes féminines, on avait des silhouettes féminines avec des coupes afro qui comportent quand même une connotation politique indéniable, et c'était utilisé comme un élément exotique qui était censé faire venir du monde. Vous imaginez très bien le type d'affiche qu'on peut voir dans certains clubs de Lausanne, avec des palmiers, avec couleurs fluo, et puis une silhouette féminine avec ou sans tête, ça dépend si elle a été coupée, bref. Et du coup, j'ai fait tellement de digressions que je me suis un peu perdu. Voilà, donc ambiance du public liée aux représentations sur scène, c'est-à-dire que si le résultat de la programmation du Rex, que j'ai analysé il y a 2 ans, après être parti de Suisse, donne, en termes de chiffres, ça donne 85% de DJ programmés étaient des hommes, en termes de genre, étaient des hommes cisgenres. Quasiment la plupart du temps, c'était des hommes cisgenres hétéros, parce que forcément, ils parlent beaucoup de leur vie sur Internet. Hein, voilà. C'est assez facile. Bref, j'y vais un peu à la serpe, mais bon, vous voyez le truc. Bon, de toute façon, des DJ trans, il y en a tellement peu que, c'est vrai, fouiller dans les clubs beaucoup moins connus pour en trouver. Mais du coup, en termes de race, ça donnait un truc comme 90% de la programmation était blanche. 90% de la programmation était blanche, oui. 90% de la programmation était blanche. Et en fait, on peut se dire, bon, on s'en moque un peu, ce qu'on veut, c'est danser. Enfin voilà, ça a été beaucoup des retours que j'ai eus dans les entretiens de sociaux, c'était ah, mais ce qu'on veut là, c'est danser, c'est pas, on fait pas tant attention à qui joue, on porte surtout notre attention à la musique. Ah oui et non, en fait, il y a plein de moments où il y a des interactions. Vous pouvez très bien imaginer des situations où, ce que je disais
ce qu'on discutait cet après-midi avec la journaliste de Couleur 3, c'était que on a toutes et tous vécu des situations où les DJ ont une phase d'accalmie dans leur set, et il y a une bande de mecs devant qui vont crier allez, c'est trop calme là, enfin voilà, qui vont attiser des tensions, et donc là ça se voit beaucoup dans les festivals, sûrement ici d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça serait une exception. Et du coup, de l'observation, j'en tire aussi qu'il y a des réactions différentes des DJ en fonction de qui ils et elles sont. Il y a des différences aussi dans l'utilisation des sons vus comme percutants, violents, répétitifs, monotones, etc. Il y a des utilisations différentes. Ça ne veut pas dire que que les femmes ne diffusent que des sons avec des petites mélodies bien sympathiques et où c'est un peu chill et un peu house, tranquillou, et que les mecs seraient beaucoup plus dans le cliché des musiques techno à 130 BPM et je sais pas, vu comme plus percutante, je trouve pas trop les qualificatifs ce soir. Mais c'est l'utilisation qui est quand même différente, où il y a des musiques, bon là c'est en musicologie qu'on analyse ça, mais c'est pas du tout mon domaine. La création d'une ambiance musicale, elle se fait aussi par les sons qu'on utilise. D'ailleurs, bon, au passage, on va parler de tous les DJ blancs qui utilisent des sons africains et asiatiques et océaniens pour se donner un peu un air exotique et très ouvert d'esprit, et voilà, en disant que c'est de la musique black. Ça pose quand même une question sur qui gagne de l'argent avec les musiques de qui. Et l'utilisation systématique du sample dans la musique électronique est très pratique, mais qui pose quand même beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ok, 5-10 minutes. Bon, parfait. Du coup, il y a des dynamiques à proposer pour pas juste dépeindre un tableau trop triste. Des dynamiques qu'on pourra discuter tout à l'heure. Par exemple, sur les pourcentages, ce qui m'a beaucoup été répondu dans les entretiens, j'ai fait des entretiens avec des directeurs d'école de DJ, 2 directeurs à Lyon, 2 DJ, 2 meufs 6 DJ blanches. Une programmatrice des Nuits Sonores à Lyon, une des programmatrices des Nuits Sonores à Lyon, enfin la programmatrice parce que les 2 autres sont des programmateurs, et un programmateur queer trans de Bourges, d'une friche culturelle artistique alternative, punk. Bon, la Bourges, c'est ma fierté, c'est là d'où je viens, et c'est pas connu, c'est au centre de la France. Mais voilà, il y a ce genre de personnes et de lieux. Donc voilà, tous ces entretiens m'ont amené à me questionner sur est-ce que notre politique, ça doit être de faire du 50-50 ? Est-ce que c'est de prendre tous les rapports sociaux qu'il y a et d'arriver à des chiffres qui ne sont pas forcément représentatifs de la société dans laquelle on vit ? Parce qu'à ce moment-là, du coup, on ne ferait pas du 50-50, mais on ferait, si on se fie au sexe biologique, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, mais si on se fie au sexe biologique, du coup, on aurait du 51% de femmes et 49% d'hommes, en tout cas pour les chiffres en France. On aurait 30% de personnes non blanches en France et 70% de personnes blanches. Voilà, bon, c'est pas forcément très pertinent, mais l'idée c'est d'impulser quand même des dynamiques. Alors, on va avoir des termes comme alternative, comme underground, qui ne sont pas forcément des mots qui me parlent, mais avoir une action expérimentale, originale, à la fois réaliste et en même temps révolutionnaire, ça me parle un peu plus. Réaliste, souvent c'est employé par les programmateurs de salle en disant « Non mais il faut être réaliste en fait, il n'y a pas de femmes. Non mais il faut être réaliste en fait, les DJ noirs vous les trouvez aux États-Unis. » Ok. Et donc si on n'a pas, il faut se dire d'où ça vient, ces inégalités. Ça vient notamment des stéréotypes de genre qui font que
et d'une analyse de classe aussi qu'on peut faire. Désolé, je suis très marxiste ce soir. D'une analyse de classe aussi pour savoir qui a accès aux instruments, qui a accès aux formations musicales, qui a accès au conservatoire, qui a accès aux platines. Bon, les platines sont pas, ou les ordinateurs sont pas spécialement les instruments les moins démocratisés. En revanche, qui a accès et qui on va empêcher d'y avoir accès, ça c'est une bonne question. Si c'est vu comme un loisir secondaire, comme beaucoup de loisirs, par une famille, donc ça c'est un entretien que j'ai eu avec une des DJ, qui lui dit non mais par contre être DJ, toi, juste fais des études quoi. Bon au final, elle a été programmée l'année dernière au Bourg, quelques mois avant ou après que l'on ait cet entretien à Paris, et voilà, elle est en train de faire sa carrière. Et donc elle précisait que voilà, ses parents en fait pour eux c'était pas du tout un métier, et ça pose la question de la professionnalisation des DJ et du plafond de verre, c'est-à-dire du fait que la plupart des femmes DJ en fait restent à un niveau amateur ou semi-professionnel qui fait qu'elles vont peu accéder au club pro, notamment parce qu'on les crédite assez peu, qu'on ne diffuse pas ou peu leur musique, qu'on n'y fait pas très attention, que beaucoup de personnes dans la musique disent nous ce qui nous intéresse c'est la musique, c'est l'œuvre de l'artiste et c'est pas qui la produit. Soit c'est intéressant comme discours, mais en fait si les programmatrices de salles ont accès à des profils SoundCloud, à des pages YouTube, bah, en fait, ils y ont accès pas en claquant des doigts et en se disant moi j'ai accès à toutes les pages de SoundCloud du monde. C'est qu'on leur a envoyé, c'est qu'ils en ont entendu parler à la radio, c'est que les algorithmes Facebook ont fait remonter certains profils en tête de Facebook, de la timeline, etc., etc. Donc il y a plein de questions vraiment concrètes à se poser sur comment on a accès à la musique. Et en fait, il y a plein de façons d'y avoir accès. Mais pour la plupart, elles sont aussi biaisées. C'est un constat, hein, c'est pas une attaque personnelle envers les programmateurs et les programmatrices. On peut aussi se questionner sur la formation, du coup, sur les écoles de DJ, puisque, encore une fois, si des parents vont dire... alors, je prends les parents parce que c'est un exemple de socialisation primaire, mais ça, c'est un des premiers filtres par lesquels on approche la vie. Mais ça pourrait être l'école, ça pourrait être la publicité, les médias, les représentations existantes, etc. Mais bon, si nos parents nous disent dès le début, bah en fait... toi, mon petit bonhomme, parce que forcément les technologies sont très associées aux représentations masculines. Tu aimes les ordinateurs, tu aimes l'informatique, tu aimes les technologies, tu aimes les sciences dures. Donc finalement, si tu nous demandes des platines, ça ne va pas trop nous étonner. Si tu nous demandes à Noël une nouvelle table de mixage, ça ne va pas trop nous étonner. Eh bien, on va t'en acheter. Tu vas pouvoir expérimenter tout ça. Et puis, par contre, quand c'est une meuf, bah, ça va être un peu plus compliqué. Moi, je reviens à cet exemple de cette DJ que j'ai interviewée à Paris, qui me disait que voilà, ses parents validaient complètement le conservatoire. Au conservatoire en France, il y a 55% de femmes et 45% de mecs. Mais après, qui a des postes à responsabilité, qui a des postes de pouvoir, qui a des postes de décision, à même de dire bah, toi tu pourras jouer, toi tu pourras pas jouer. Qui sont les solistes? Par exemple, les 80% de solistes mecs dans les orchestres de musique classique en France. Donc ça pose des questions sur la formation, sur les subventions que reçoivent les résidences d'artistes queer, d'artistes non blancs, le sérieux qu'on leur accorde, le crédit qu'on leur accorde et l'investissement symbolique qu'on accepte de leur attribuer. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps pour parler de toutes les choses qu'on peut mettre en place dans les clubs pour avoir des espaces dits safe. Bon, j'ai des critiques à faire sur le terme de safe. On pourra y revenir. En tout cas, il y a plein d'expériences qui sont faites en ce moment. Depuis quelques années, évidemment, mais là, ça s'accélère un petit peu. Qui s'établit entre la scène et le public, la question de la programmation, à qui ça ouvre le lieu, à qui ça ferme le lieu,
comment est-ce que le fait d'avoir une programmation 100% blanche et composée de mecs cis, ça va faire qu'on va avoir un public majoritairement composé d'hommes blancs et de mecs cis. On peut discuter des choses plus concrètes qui sont en train de se mettre en place en ce moment, que ce soit à Lausanne ou ailleurs. On peut discuter de nos expériences propres, on peut aussi discuter de ce terme safe et de ce que ça implique en termes de rapports très interindividuels et qui ne remet pas forcément en question la structure qu'il y a au-dessus. Enfin voilà, la discussion elle est ouverte, on a bien du temps. Je propose de prendre 3-4 questions et ensuite de laisser peut-être Solène et Léa réagir. Et aussi, dans un souci et dans une prise de position, je donnerai la parole de manière prioritaire aux femmes, aux personnes... Enfin, en gros, je donnerai la parole en priorité à des gens qui ne sont pas des hommes mecs, des hommes cis blancs dans la salle. Voilà. Et on a bien du temps, mais si on peut éviter de faire des interventions personnelles de 15 minutes, ce serait pas mal quand même pour que tout le monde puisse s'exprimer comme il le souhaite. Il y a un micro qui va tourner dans la salle, donc juste levez la main et Guillaume vous fera passer le micro. Voilà. S'il y a une première intervention ou question. Personne ? Merci beaucoup pour ces interventions, déjà. Merci d'avoir pris le temps. Moi, j'ai juste une question. Vous avez parlé tous les deux de choses qui se mettent en place, qui bougent un peu, que c'est moins pire qu'avant. Est-ce que vous avez des résultats concrets par rapport à des politiques mises en place comme à l'usine, par exemple? Est-ce que toi, le soir, quand tu vas en soirée, tu vois qu'il y a une différence de comportement? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé ou pas? Et puis toi, au niveau des programmations, si tu arrives à voir que quand il y a des mobilisations, les programmations du festival elles sont plus diverses, enfin un truc un peu positif pour se dire que qu'il se passe des trucs et puis que ça avance, quoi. Je redonne pas le micro. Personne d'autre qui veut parler. Ah, ouais, il y a Annick. Je parle fort, sinon. Comme tu veux. C'est une question. Merci pour vos interventions. J'ai une question pour Solène. Tu as mentionné très brièvement dans ton introduction le rôle politique de la fête dans l'histoire. Et c'était pas le thème de la conférence, mais je voudrais en dire deux mots quand même, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse déjà répondre à ça. Voilà, allez-y. Je sais pas si tu veux commencer. Alors du coup je vais répondre à la première question qui en est une très bonne d'ailleurs. Je pense que oui, ça bouge dans le bon sens. Après je pense que c'est un travail qui va se faire lentement et que ça va pas être du jour au lendemain, la prise de conscience va être maximale, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, enfin tout ce qui a été relayé par, on va dire, les influenceurs de ce monde et compagnie, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est en train de se créer et du coup ça va, à mon avis, dynamiser cette prise de conscience et après pour des résultats concrets, je pourrais vraiment pas te dire. Moi, je peux te dire ce qu'on a mis en place, mais après, c'est tellement particulier, c'est propre à chacun. Enfin, il faudrait qu'on étudie sur un public cible, je sais pas, de 10 personnes pendant une année pour voir s'il y a réellement un changement ou quoi. Mais là j'avoue que je ne peux pas te répondre, hormis ce que je viens de dire. Voilà. Mais merci pour ta question. Oui, alors, ça peut se voir au niveau du nombre d'articles. Moi, j'avais fait ce comparatif en fait sur les sources que j'ai utilisées pour mon mémoire qui était en 2015-16, de 2014 à 2016. Du coup, mes sources, pas parce que j'ai choisi d'utiliser les plus récentes, mais en fait c'est que entre 2010 et 2014 à peu près, il y avait vraiment peu d'articles dans la presse spécialisée dans la musique électronique, style Trax, pour aller vite.
Trax de Arte et Trax de magazine. Bref, il y avait très peu d'articles sur leur site internet, alors qu'ils mettaient toutes leurs archives. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'articles dans ces magazines, y compris dans les magazines pop, style Combini, enfin, vous voyez ce genre de site, quoi. Du coup, moi, je me suis retrouvé avec, je sais pas, une grosse dizaine d'articles en français publiés entre 2014 et 2016, au moment où j'ai dû rédiger mon mémoire, qui abordaient par différentes questions, alors que ce soit la question de la programmation, la question de la communication, la question des violences sexuelles sur la piste de danse, la question de l'occupation de la piste de danse, voilà, enfin, avec avec toutes les personnes minorisées qui se retrouvent en marge de la piste de danse, avec des comportements qu'on retrouve au centre de la piste de danse, voilà. Donc ça, c'était déjà un premier truc. Le nombre de tables rondes qui existent sur la question, qui sont associées, qui sont intégrées à la programmation des festivals de musique électronique. Style, pour reprendre un exemple dont je parlais tout à l'heure, les transmusicales. Alors, avec des questions qui sont parfois très mal posées, tu vois, mais tu te dis, bon, il y a des intentions déjà. Ça fait pas tout. On sait qu'il y a l'enfer qui se cache pas loin des intentions, mais en tout cas, bon, il y a des festivals qui se posent la question. Aussi, il y a un énorme article qui est sorti sur Beatport ou sur Resident Advisor, bon, qui sont des sites, je sais plus sur quel site, mais sur Resident Advisor, qui est un site de référence en musique électronique, qui est anglophone. Il y a eu un énorme article sur les origines des musiques électroniques de danse à Chicago et à Détroit, et comment Berlin a volé la vedette à Détroit et Chicago en rabâchant, enfin c'est vraiment du rabâchage historique. C'est comment transformer une histoire en disant que c'est Kraftwerk qui a tout créé, quoi. Donc c'est super, hein. Non mais c'est vrai que les DJ de Détroit et Chicago, Atkins, Omares, ils n'arrêtent pas de citer Kraftwerk, mais en fait ils ont plein d'autres influences d'artistes noirs qui les ont touchés, dont ils ont repris des mélodies, etc. Bref. Pourquoi je réponds à ça ? Parce que du coup il y avait un article qui parlait de racisme dans la musique électronique, et qu'il y a François X, qui est un des rares avec Bambounou en France, DJ noir peu reconnu, quoi, qui a osé pour la première fois dans la presse spécialisée française parler d'une surreprésentation des DJ blancs et d'une contradiction avec l'origine noire états-unienne et des milieux gays états-uniens, quoi, de la technique. Le rôle de la fête politique. En fait, moi, là, je répondrais plutôt, avec la question du droit à la fête, et de à quel point la fête, ça ne devrait pas être vu comme secondaire. Voilà, on peut parler de plein d'autres choses qui ne devraient pas être secondaires, mais là, vraiment le droit à la rencontre dans un espace qui est alloué à ça, avec où plusieurs conditions sont réunies pour passer plusieurs heures dans un lieu à communiquer avec d'autres personnes, communiquer de plein de façons différentes, mais pas forcément par la parole, mais où il y a des expériences de vie qui sont à mener, et où il y a où avant, par exemple, les fêtes du village, du coup la fête, ça vient du mot donc fest, festivité, festin, festoyer, et du coup c'était en fait la rencontre du village où on venait manger, et tout le village sans exception venait. Donc ça s'est énormément perdu, et du coup je vais pas faire des théories à 2 francs en parlant de l'apparition de la télé qui a isolé les gens dans leur maison, mais en vrai il y a un peu de ça quand même, avec des pratiques de plus en plus individuelles, et aussi l'embourgeoisement de la fête, parce que la techno, si elle est devenue blanche, masculine, hétéro, alors que c'était pas le cas au début, c'est aussi parce que c'est devenu un système ultra capitaliste où les petits clubs qui essayent d'avoir une programmation originale qui casse les courants mainstream, en fait ils ont du mal, quoi. Ils ont du mal, et c'est souvent d'ailleurs un des premiers arguments pour dire qu'ils vont pas
réaménager le lieu avec un accès pour les personnes en situation de handicap, où ils ont du mal à gérer la communication, etc. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai souvent entendu. Mais du coup, le rôle politique de la fête, actuellement, en fait, il est aussi... symboliquement, il y a plein de choses à discuter, mais sur qui a le droit de rentrer dans un club, qui peut accéder à un club. Je le disais tout à l'heure, mais voilà, tous les testings qui ont été faits en France, où, encore une fois, il y a plein de clubs qui disent pour des raisons, mais vraiment pourries, du style « Ah non, mais là tu vas vendre de la drogue », alors que tous les blancs bourgeois en col blanc qui vendent de la drogue à l'intérieur du Rex, jamais ils sont arrêtés à l'entrée du club. Qui est-ce qu'on va arrêter? On va dire bah non mais toi tu vends de la drogue au gars qu'on voit en Lacoste et casquette parce qu'il est noir ou arabe quoi. Donc qui a le droit de faire la fête, qui n'a pas le droit, et puis le gars qui va rester dehors à faire la fête avec des bières cheap, bah, il va se faire contrôler. Et du coup, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là de marge et de centre qu'on peut, par ce prisme-là, on peut aussi beaucoup analyser la fête sur les clubs parisiens. Enfin moi j'ai beaucoup étudié ça pour les clubs parisiens, mais quelle fête en termes de qualité, de cadre est accessible. Voilà. Ou quelle fête cheap on laisse accessible dans des lieux de sociabilité qu'on va dire communautaires, tu vois, enfin, alors, tous les clubs de musique, souvent ils disent clubs de musique afro. En fait, ils sont tellement mal vus dans le milieu des clubs parce que en fait c'est de la musique qui n'est pas de la musique, ou c'est de la musique qui ne nous intéresse pas, etc. Et du coup, on va dire que c'est des clubs communautaires. Il y a beaucoup de clubs communautaires en France qui sont vraiment isolés du réseau des clubs de musique électronique, alors que c'est des musiques électroniques. On peut en parler pendant des heures. Une question ici devant et ensuite derrière. Alors. Merci. Déjà, merci beaucoup pour ces deux super témoignages et discussions que vous avez engagées. Je pense que je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Solène, par rapport à l'idée des clubs ou de l'accessibilité des clubs. J'avoue que moi, de mon expérience, j'ai eu tendance à fuir les clubs ou les discothèques, de par le fait que c'était à la fois pas accessible, trop cher peut-être, mais aussi également parce que dans les clubs, j'ai eu de mauvaises expériences, de harcèlement, voilà. Et du coup, je me suis rapprochée de ce qu'on peut dire d'une scène plus underground. Je prends tout ça avec des pincettes, alternatives, des choses qui étaient écrites en marge, justement, des clubs qui étaient plus institutionnalisés, si j'ose dire. Mais au final, ça ne répond pas à la question de comment créer, enfin que du coup les lieux mainstream, les clubs soient safe. C'est juste fuir, disons, la question, mais je voulais savoir ce que vous pensez de ça, parce que aussi l'usine en soi, le zoo, se considère aussi comme un espace autogéré, mais au-delà de ça, enfin, ça reste quand même un lieu qui reprend certains codes de clubs, de discothèques qui sont beaucoup plus mainstream. Et tout ça. Enfin, quel est votre avis par rapport à ces fêtes qui se font en marge, disons la fête libre, où on va avoir accès, il n'y aura pas forcément d'entrée à payer, de sécu ou d'équipe d'accueil, ou au-delà de ça, le bar, enfin, par exemple, ce sera prix libre, ou les DJ, ou ce sera des soirées qui seront organisées collectivement et pas justement programmées. Enfin, quel est votre avis par rapport à ça? Voilà. Je pense qu'on peut prendre la deuxième question qui était au fond. Là, on m'entend? Oui, je suis pas habituée. Bonsoir, déjà merci pour les interventions. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai un peu posé le même type de questions / témoignages. En fait, ma question c'était qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vient vous rapporter qu'il a été, voilà, qu'il a reçu une quelconque remarque, harcèlement ou autre? Parce que je me perds aussi, voilà. De voir ce que j'ai pu vivre moi-même en discothèque, club, j'ai pas très bien compris les différences entre les deux, mais dans tout ça. Ça m'est arrivé de vouloir aller rapporter, je sais pas, justement une discrimination quand j'embrassais ma copine sur la scène,
sur la piste de danse. Et on a réussi à me dire qu'on n'avait pas le temps, que c'était au bar et puis j'ai des verres à vendre, enfin je peux pas venir t'aider ou quoi que ce soit. Donc c'est pour savoir au final qui est là pour écouter ce genre les personnes qui viennent se plaindre, voilà. Et puis finalement le même type de mécanisme, où est-ce que je peux exprimer certains comportements, où est-ce que je ne peux pas. Si je suis dans une discothèque mainstream à Lausanne, je vais pas le faire, alors que dans des autres soirées plus ouvertes, libres, je vais pouvoir le faire. Et du coup, si au final c'est que les personnes, les clubs qui sont déjà concernés, c'est-à-dire les clubs qui sont ouverts à tout type de population, on va dire, qui font déjà les démarches pour qu'il y ait moins de discrimination, au final, les gens qui les subissent vont tous aller dans ces clubs-là et puis vont jamais pouvoir aller dans les autres qui, eux, n'écoutent même pas, ne sont même pas au courant apparemment que ce genre de choses arrivent. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire en sorte que ces politiques que vous mettez en place, elles touchent un peu tous les clubs qui pourraient, qui y a dans les villes, etc. Je pense qu'il y a une sorte de, comme si les gens n'étaient pas forcément conscients de ce qui se passait. Tu parlais de ce qui s'était passé en Espagne à Pamplona, c'est-à-dire que même encore 6 mois après, la fiscalité a réussi à dire qu'elle n'avait pas été violée parce qu'elle n'avait pas dit non concrètement à haute voix, alors qu'en fait, je me perds un peu dans ce que je suis en train de dire, mais c'est une manière de dire que je pense que les personnes qui ne sont pas concernées par ce type de discrimination ou qui ne vivent pas certaines expériences ne peuvent pas se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et de ce qu'il faudrait faire justement pour éviter que ça arrive. Du coup, comment faire que non seulement les clubs sensibilisés soient safe, mais que tout le reste aussi, que tout soit safe, que tout ça bien. Ouais, merci. Je pense qu'il y a une question de rapport de force. C'est un peu ma réponse à tout, mais juste le rapport de force, qu'il soit au niveau interindividuel, au niveau organisationnel ou au niveau structurel. Donc, désolé, je parle avec des termes un peu sociologiques, c'est un peu chiant, mais que ce soit entre nous, par exemple, dans un club, que ce soit au niveau organisationnel de qui organise, et de la structure, donc c'est-à-dire la structure, c'est les lois, les attendus, les normes sociales, etc. À tous ces niveaux, je pense qu'il y a une question de rapport de force. Pour reprendre... je sais pas, il y a des personnes qui choisissent par exemple d'aller à 10 personnes queer, non blanches, meufs, etc. dans des clubs pour s'entraider et dire là on a trop envie de voir cet artiste et on sait qu'on risque d'avoir des mecs qui vont nous regarder parce qu'on n'a pas envie de se censurer sur notre danse, on a envie de danser devant les DJ qu'on kiffe. De la manière dont on veut, en s'habillant comment on veut, avec si on veut des mini-jupes, du maquillage, pas de maquillage, des poils sous les bras, etc. Quoi que ça vous, peu importe si ça vous dérange pas. Et s'il y a une altercation minime, mais ça se finit en baston. Et en fait, de plus en plus, j'ai des potes alors ça va être court, hein, c'est pas pour en faire un scandale, mais c'est 2-3 pêches et c'est fini. Alors là, la situation, c'est que les vigiles arrivent et disent en fait, la personne qui a frappé, c'est toi. Voilà. Donc, il y a toujours cette question de qui porte une parole légitime ou une parole non légitime. Bon, et on peut parler de la formation des équipes d'accueil, de la formation des équipes ou de vigiles dans certains clubs. Le mieux, c'est qu'il y aurait... on imagine une situation post-révolutionnaire où il y aurait des clubs sans vigiles. Parce que tout le monde se gérerait soi-même et du coup, il n'y aurait aucun problème, on ne serait même pas obligé de faire sa table ronde. Là, c'est pas le cas, donc on est obligé d'en parler et de prendre ça à bras le corps. Mais alors, pour la question des clubs, je sais plus si c'est qui de vous deux qui ne sont pas... je sais pas si ça se rejoignait en fait. Les clubs où on met en place des trucs, où ça va être de l'affichage à l'entrée, ça va être une équipe disponible que pour ça. Voilà, par exemple, il y a des bénévoles qui travaillent ici. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas. Il y a des clubs en France où il y a des bénévoles qui font plein de trucs autour du club. Maintenant, c'est un des rôles des bénévoles de profiter de la soirée, boire maximum 1 ou 2 bières, mais être attentif à ce qui va se passer. Et à des trucs qui se passent dans la foule que tu vois pas forcément quand t'es DJ ou quand t'es au bar et qui sont vraiment disponibles pour ça. Donc ça se voit dans plusieurs bars
clubs, alors oui, toujours des clubs qui sont un peu proactifs sur ces discussions-là, et ça laisse toujours du coup des clubs qui n'auront pas ces réflexions-là et où la population ira parce qu'elle aime bien cette musique et aussi par pression sociale toujours dans ces clubs, et puis on se retrouve avec des gens qui à 30 ans se disent mais en fait je mets un mot sur ce que c'est une agression sexuelle, sur ce que c'est un viol, ça fait 10 ans que je vais dans ces clubs et que je subis ça quoi. Et ça doit nous poser des questions sur est-ce qu'il y a des politiques plus générales qui dépassent simplement les murs d'un club, d'un seul club. Alors, pour répondre brièvement sur la question de l'usine, une petite précision, c'est un lieu, pour le zoo, on est en autogestion totale. Voilà. Après, par rapport à la fête libre, en fait, je vais te répondre très simplement. Pourquoi il y a des prix d'entrée, pourquoi tu payes ta bière 4 francs, tout connement pour survivre, parce que et là je vais parler chiffres, mais pour faire tourner une salle comme le zoo, c'est dès qu'on met la clé dans la serrure, c'est 5000 balles qui partent, donc à un moment donné il faut aussi sans parler de programmation ni rien, mais c'est juste des frais fixes, donc il faut, c'est juste pour survivre, c'est pour proposer une sélection, une programmation musicale intéressante, cohérente, avec quand même une visibilité, parce que effectivement, il y en a plein de crews de rave et tout, ils sont géniaux, c'est trop bien ce qu'ils font et tout, je suis à fond, mais en même temps, ils peuvent pas proposer les mêmes prestations, on va dire, qu'un lieu comme le zoo qui promeut la musique électronique, et aussi le VJing qui est donc un art visuel de projection sur des formes. Donc l'usine qui est un lieu précurseur dans l'utilisation du VJing et du mapping. Donc voilà, on a des artistes qui sont connus de manière internationale. Donc effectivement, après on est loin du mainstream. Enfin j'espère, vraiment. Effectivement, on est obligé de temps en temps de faire des têtes d'affiche qui vont parler généralement pour un néophyte de musique électronique, il va savoir qui est Ben Clock ou qui est Len Faki. Après, ça c'est purement économique. Bon, déjà, ça nous fait super plaisir quand même d'accueillir des gars comme ça dans des salles qui font 700 places, mais aussi, effectivement, c'est des soirées où on sait qu'on va gagner de l'argent. Donc, on est obligé de faire une balance dans ce sens-là pour proposer des scènes plus... des niches, on va dire, des scènes de niche où effectivement on aura 250 personnes et là on va se tirer une balle dans le pied. Mais on essaye de compenser. Donc en même temps, il y a vraiment une balance qui se fait et notre programmation n'est pas que mainstream. Mais bon, j'ai l'impression un peu de me justifier. Je vais arrêter là. Personnellement, je suis navrée pour ce qui t'est arrivé et puis pour la situation que tu as décrite, parce que je trouve vraiment ça déplorable de la part des staffs en fait, parce que pour moi l'essentiel c'est que notre public se sente à l'aise. Après, nous on applique une politique qui est que si quelqu'un nous rapporte un événement, on va même pas chercher à questionner la victime. Si la victime quelqu'un nous dit j'ai envie que cette personne sorte, cette personne sort. On va pas commencer à rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. Nous on veut, de toute façon ça devrait se passer tout le temps comme ça, la victime ne doit pas avoir à justifier d'une agression ou pas. Donc voilà, et après j'avoue que je peux pas parler pour les autres et pour ce qui est de comment faire changer ces discothèques ou quoi, vraiment c'est une problématique en fait, mais je pense que nous à notre échelle c'est compliqué, on peut essayer de tout mettre en place. Justement ce label dont je parlais tout à l'heure, Weekend and Sit, il est intéressant parce que il est fait sur plusieurs clubs et c'est pas ciblé sur un endroit à Genève, c'est vraiment un truc global, donc qui va peut-être aussi donner l'envie à d'autres gens de réfléchir et puis pourquoi pas que ça se propage, c'est l'idée en tout cas, j'ai l'impression.
Du coup, ça c'est cool, mais c'est vrai que je vois mal le bypass ou genre de discothèque malheureusement intégrer ce genre de label parce que eux c'est Ladies Night et j'en passe et des meilleurs à gogo, donc voilà. Après, je pense que toutes les personnes qui sont devant moi, vous êtes conscientes de ça et puis fréquentez pas, j'imagine, trop ce genre d'espace. Après, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. C'est une vraie, non, mais c'est une vraie problématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir et qu'on en parle, parce que si c'était normal, ben, on n'aurait même pas besoin d'en parler. Puis ça choquerait tout le monde. Puis là, c'est pas le cas. Du coup, voilà. Et je suis vraiment navrée, mais je vais devoir m'absenter une minute parce que j'ai bu beaucoup trop d'eau avant de venir. Voilà. Mais vous pouvez parler sans problème. Ouais, du coup, je reprends la parole parce que j'ai un truc complémentaire sur la réponse de Léa. C'est que, en fait, si on pense que on met en place des expériences ou des choses qui devraient être copiées, bah, il faut qu'on visibilise ça. On n'est pas à une époque où il n'y a rien qui se passe, on part de zéro. Du coup, là, il y a plusieurs tâches à faire en même temps, c'est continuer l'existant, visibiliser l'existant et faire des expérimentations autres. Et après, moi je pense que les agressions et les rapports de domination, ils existent dans des soirées à 50 € comme dans des soirées prix libre, comme en Technival, comme en club Orex. Voilà, évidemment, il y a plein de choses qu'on peut changer concrètement, c'est-à-dire le nombre de personnes, plus on augmente le nombre de personnes dans une foule, plus tous les agresseurs sexuels, bah, ils s'en donnent enfin voilà, ils ont des opportunités voilà, d'agir sans se prendre des tartes dans la gueule ou sans être viré, voilà. Ça nous est arrivé avec des copines de mettre des pêches à des gars qui mettaient au transmusical alors qu'il y avait 5000 personnes dans la salle, mais c'est exceptionnel, c'est que enfin, on connaît tous et toutes ce genre de situation où le gars passe, met une série de mains aux fesses, et puis pour lui, on va lui poser le terme agression sexuelle sur ce qu'il a fait, il va nier en bloc, il va nier en bloc, il va nier en bloc, et puis enfin, si on a la chance de le recroiser. Et en fait, il y en a plein qui font ça et qui filent comme ça. Et en fait, ça devient un truc normalisé, et comme Léa le disait tout à l'heure, bah, voilà, il y a des gens qui disent non, mais ça c'est pas grave, c'est habituel, si je m'arrête à chaque fois à ça, en fait, voilà, et puis même intérieurement on se dit bon, j'espère que c'est pas ça, il y a une petite ambiguïté, vas-y, je me dis que c'est son sac, enfin tu vois, qui m'a touché, enfin des trucs comme ça, et on a toutes et tous ce genre de réaction, on se dit bon, on va justifier des trucs pour aussi essayer de passer une soirée et retenir le meilleur, quoi, et voilà, et parfois ça fait du bien de mettre des tartes, voilà. Non mais voilà, c'était surtout sur le truc de l'exemple, c'est-à-dire que si on a un club qui est un peu en pointe sur une question, faut pas que ce club s'en saisisse comme une opportunité capitaliste d'augmenter ses tarifs. Au contraire, il doit s'en servir comme un exemple et une fierté, je sais pas, un peu d'intégrité de... Voilà, en fait, à la base, des soirées techno, c'est des trucs qui prônent l'ouverture, la soirée où chaque personne peut s'exprimer comme il ou elle le sent, quoi. Et du coup, c'est que ça essaime dans tout Lausanne et dans le monde entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, faire une intervention? Il est derrière, Alors, merci pour vos présentations déjà. J'avais juste une question autour de... Parce que vous parliez des victimes et de la manière avec laquelle elles peuvent exprimer qu'il y a des problématiques de harcèlement, etc. Mais aussi du fait, tu avais évoqué brièvement avant, que des fois, elles ne dénoncent pas le harcèlement. Et donc ma question, c'était autour de l'intervention. Est-ce qu'on doit intervenir et comment on intervient quand on voit ce genre de problème? Et comment penser aussi une synergie avec les leaders, avec les vigiles, pour expulser les gens qui pratiquent du harcèlement, etc. Alors effectivement, ouais. En fait, je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que, bah, comme je le disais avant, ces violences, elles sont banalisées, elles sont normalisées, et pour
beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes, ça va être normal.